Ce n'a jamais été à toi, espèce de sorcière vénale. Je tenais une coupe de champagne quand j'ai vu sa publication Instagram, 3 mots sous une photo prise depuis notre balcon, la moitié m'appartient. Mon entreprise de logistique technologique était entrée en bourse ce matin-là, l'action avait été lancée à 9h30 et à 9h42, elle avait déjà dépassé toutes nos projections, si bien qu'à l'heure du déjeuner, les journalistes me qualifiaient déjà d'innovateur silencieux de la tech française. L'après-midi même, un grand magazine économique affichait mon visage en une avec la valorisation exposée aux yeux de tous, 2,2 milliards d'euros. J'avais tout construit à partir d'un box de garage en banlieue, sans investisseurs, sans couverture médiatique, juste 22 ans de labeur acharné sans jamais demander de reconnaissance, et elle était là, Chloé, tenant une coupe de mon champagne millésimée dans ses mains fraîchement manucurées, publiant à quel point elle était fière, comme si elle avait passé une seule nuit à emballer des commandes dans ce cube de béton glacial sans chauffage. Au dîner ce soir-là, elle riait trop fort avec son nouveau cercle d'amis, tous refaits par la chirurgie esthétique et liés à des avocats d'affaires, plaisantant sur le fait qu'une fois la prochaine levée de fonds clôturée, elle s'achèterait une île privée, répétant sans cesse cette nouvelle phrase qu'elle avait adoptée, « Je l'ai mérité ». C'est étrange comme elle ne disait jamais ça quand je mangeais des raviolis en conserve à l'arrière d'une camionnette de livraison parce que nous ne pouvions pas payer de loyer. Elle ne postait pas de selfies à l'époque et ne souriait pas à l'idée d'être partenaire quand je dormais au bureau avec un couteau sous mon bureau après un cambriolage la semaine précédente. Mais maintenant les choses étaient différentes, j'étais devenu un prix, un trophée, un objet de convoitise, et elle paradait comme un ticker boursier ambulant, portant des talons de créateur et un maquillage professionnel. Puis est arrivée la publication qui a brisé quelque chose de fondamental en moi, elle se tenait sur ce balcon en marbre, celui que j'avais fait installer sur mesure après la signature de notre premier gros contrat international, une flûte de champagne à la main, les hanches tournées vers le coucher du soleil, arborant cette expression satisfaite de quelqu'un convaincu d'avoir déjà gagné, avec pour légende, bâti de zéro, la moitié est légalement à moi. Je n'ai laissé aucun commentaire, je n'ai envoyé aucun message, je n'ai même pas mentionné que je l'avais vu, j'ai juste fixé ces mots pendant très longtemps, non pas avec colère ou tristesse, mais avec quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de froid et de méthodique, comme regarder un animal entrer directement dans un piège que vous avez mis des années à construire. Voici ce que Chloé ne comprenait pas, elle supposait qu'elle avait épousé le PDG d'une entreprise prospère, elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle avait épousé n'avait jamais réellement travaillé comme salarié de cette entreprise, n'avait jamais touché de salaire et n'apparaissait sur aucun bulletin de paie, car c'était lui qui avait rédigé les plans originaux, créé les contrats fondateurs et possédait la structure invisible sous l'entreprise visible, les parties qu'on ne peut localiser sur aucun tableau de capitalisation ni découvrir dans aucun rapport financier annuel. Elle n'essayait pas de voler un homme d'affaires ordinaire, elle donnait un coup de pied dans ce qu'elle croyait être une ruche en papier, sans réaliser qu'il s'agissait en fait d'un nid de frelons rempli de clauses juridiques, de mécanismes de protection, de fiducies irrévocables et de bombes à retardement soigneusement construites, et avec ce seul commentaire sur les réseaux sociaux déclarant la moitié est légalement à moi, elle avait tiré sur un fil qui attendait silencieusement exactement quelqu'un comme elle. Je suis passé devant la chambre sans dire un mot, elle était occupée en appel vidéo, montrant notre piscine à une influenceuse qui ne cessait de l'appeler ma belle, elle gloussait et rejetait ses cheveux en arrière comme une adolescente montrant un trophée de compétition, ne remarquant absolument pas que j'avais attrapé la bouteille de whisky sur le buffet avant de disparaître dans le couloir. Mon bureau privé était la seule pièce de notre maison où elle ne prenait jamais la peine d'entrer, prétendant que c'était trop sérieux et ennuyeux avec les étagères de livres, le vieux classeur métallique et le tiroir verrouillé, elle faisait semblant de ne pas s'y intéresser. Je me suis assis, j'ai allumé la lampe de bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas, pas celui contenant les reçus ou les documents de stock options que nous n'avions jamais classés correctement, non, le tiroir caché sous celui-là, le compartiment où j'avais construit un faux fond 2 ans auparavant, quand l'entreprise ne se composait que de 3 gars et d'un rack de serveurs tenus par du ruban adhésif et du pur désespoir. De ce tiroir caché, j'ai extrait un classeur en cuir ordinaire, sans étiquette d'entreprise, sans logo, sans gaufrage décoratif, juste de la documentation, et à l'intérieur se trouvaient des papiers que je n'avais pas physiquement touchés depuis des années mais dont j'avais mémorisé chaque page. D'abord les diagrammes montrant des sociétés écrans imbriqués avec une précision chirurgicale, s'étendant sur plusieurs juridictions avec des noms ressemblant à des mots de passe Wi-Fi aléatoires, puis les organigrammes de propriété démontrant comment la propriété intellectuelle n'avait jamais techniquement quitté mon nom personnel, comment les brevets d'algorithmes étaient tous concédés sous licence à l'entreprise et non vendus purement et simplement. La société anonyme publique que tout le monde connaissait n'était essentiellement qu'une vitrine commerciale, la véritable propriété était enterrée comme un coffre-fort renforcé, fiducie au Luxembourg, dépositaires offshore,
Accord de licence avec des déclencheurs de renouvellement que personne ne pouvait activer accidentellement sans faire exploser de multiples clauses de protection. La clé USB avait l'air tout à fait ordinaire, je l'avais achetée dans une station-service sur l'autoroute des années plus tôt, mais elle contenait les informations les plus précieuses, des accords de propriété intellectuelle horodatés, tous signés avant même que l'entreprise n'emploie une réceptionniste, des enregistrements audio, des mémos, des versions privées de contrats, de la documentation de l'architecte juridique original que j'avais engagé et qui se spécialisait dans la création de structures de protection pour fondateurs paranoïaques, celui qui m'avait dit un jour, si jamais elle se retourne contre toi, ne gaspille pas ton énergie à te battre au tribunal, active juste le système. Je n'avais même pas besoin de brancher la clé sur mon ordinateur, je savais exactement quel fichier elle contenait, chaque accord que Chloé n'avait jamais vu, chaque clause qui invaliderait immédiatement ses prétentions si elle tentait de les poursuivre, chaque signature horodatée prouvant qu'elle n'avait jamais été incluse dans aucune conversation sur la propriété, seulement dans le style de vie qui a suivi. Elle pensait avoir épousé quelqu'un qui bâtissait des entreprises, elle ne réalisait pas que j'avais arrêté de bâtir de manière conventionnelle des années auparavant, juste après l'effondrement de mon premier accord d'acquisition parce que l'ex-femme d'un cofondateur avait contesté la répartition des capitaux propres. Je m'étais fait une promesse ce jour-là, plus de structure simple, tout serait stratifié comme un blindage militaire, j'ai passé 3 ans et payé plus en frais juridiques que ce que Chloé dépensait en sac à main de créateur pour construire cette forteresse protectrice, obsédée par la création de voies indirectes. La propriété intellectuelle de nos technologies était concédée sous licence à la société d'exploitation principale, mais détenue en réalité par un véhicule privé complètement distinct, et mon nom n'est apparu qu'une seule fois sur un bulletin de paie. J'ai touché des honoraires de consultation pendant 2 ans via une société enregistrée en Suisse, puis j'ai cessé de percevoir tout paiement une fois la structure de holding entièrement achevée. De l'extérieur, je semblais être juste un fondateur charismatique avec une mauvaise posture et une histoire intéressante, mais derrière chaque photo souriante, chaque apparition sur scène de conférence, existait une pile massive de bombes à retardement juridique conçues pour accomplir un objectif précis, survivre à toute trahison. Ce n'était pas l'amertume qui motivait cela, ni la paranoïa, c'était du pur réalisme car j'avais vu trop d'entrepreneurs brillants se faire déchiqueter devant les tribunaux de la famille par des gens qui leur chuchotaient autrefois des mots doux tout en mémorisant secrètement leurs identifiants bancaires. Chloé ne posait jamais de questions sur les accords de licence, ne se demandait jamais pourquoi je ne recevais jamais de déclaration fiscale classique, elle était trop occupée à profiter du récit de sa vie de rêve, elle adorait être identifiée comme la femme du fondateur, les dîners chics, les réunions du conseil d'administration, les interviews dans les magazines où elle pouvait utiliser des mots comme « nous », « notre parcours » et « notre belle maison ». Elle se voyait comme la co-architecte de tout, mais elle n'avait jamais réellement regardé les plans, et maintenant elle marchait directement sur un champ de bataille construit entièrement de clauses papier et de silence renforcé. Chaque contrat qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire était un fil de détente, chaque publication sur les réseaux sociaux était une miette de pain la menant tout droit vers eux. Elle pensait divorcer d'un mari alors qu'elle cherchait en fait querelle à une entité fantôme cachée à l'intérieur d'une douzaine de sociétés à responsabilité limitée différentes, et j'avais fini de faire semblant que ce n'était pas exactement ce qui était prévu. Des années avant qu'elle ne prononce le mot divorce, je me tenais pieds nus dans une chambre d'hôtel bon marché en zone industrielle à 2h14 du matin, fixant le curseur clignotant sur un formulaire juridique, mon vol avait été retardé et l'hôtel empestait le café rassis et les décisions regrettables. Je venais de sortir d'une conférence technologique où un investisseur en capital risque avait averti une salle remplie d'entrepreneurs trentenaires trop confiants, la menace numéro 1 pour votre entreprise n'est pas un concurrent, c'est le partenaire romantique de votre cofondateur, et tout le monde dans cette salle avait ri, sauf moi, parce que je ne riais pas quand j'avais vu un ami proche perdre 2 brevets et sa part dans sa propre entreprise à cause de fiançailles mal programmées. D'une dispute ultérieure transformée en catastrophe de pension alimentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout, j'ai fait des recherches obsessionnelles, j'ai appelé un avocat fiscaliste qui n'a répondu que parce que j'ai utilisé une phrase spécifique sur les holdings et lâché le nom d'une référence qui l'a immédiatement rendu attentif. Au lever du soleil, j'avais formé le cadre squelettique de ce qui deviendrait finalement mon bouclier protecteur, une structure complexe où chaque filiale possédait son propre pare-feu juridique, une filiale détenait l'algorithme original, une autre contenait le brevet de routage des fournisseurs, une troisième entité complètement distincte était structurée exclusivement autour des licences de propriété intellectuelle. Aucune d'elles n'existait au nom de l'entreprise publique, aucune n'était traçable par un processus de recherche simple, et chacune d'elles versait les bénéfices de propriété directement à une fiducie privée, la mienne. Le nom de l'entreprise que tout le monde reconnaissait, celui que les médias adoraient couvrir, n'était essentiellement qu'une identité louée, je l'avais délibérément conçu ainsi, une coquille juridiquement distincte,
entièrement public, opérant sous des contrats renouvelables et empruntant l'autorité de la véritable machinerie opérationnelle enterrée 5 niveaux structurels sous la surface. Voyez les choses ainsi, elle a épousé la salle d'exposition, je vivais dans le sous-sol où les vrais plans étaient cachés. Elle était présente pour la séance photo de presse lorsque nous avons ouvert notre deuxième campus, ce qu'elle ignorait, c'est que le terrain n'appartenait pas du tout à l'entreprise, il appartenait à une société civile immobilière privée que j'avais formée avec la fiducie de propriété intellectuelle comme bénéficiaire. L'entreprise payait un loyer mensuel à cette holding qui versait ensuite des dividendes à une fiducie aveugle, et cette fiducie aveugle me versait une indemnité de consultation techniquement indépendante de toute classification d'employés salariés, donc non, je n'étais sur aucun bulletin de paie, je ne l'avais jamais été. Et quand je dis que la technologie m'était concédée sous licence, je le pense littéralement, chaque ligne de code, chaque outil interne, chaque pièce de technologie fournisseur, y compris le modèle de routage par IA dont elle aimait se vanter lors des cocktails, tout cela provenait d'un référentiel de développement privé que j'avais maintenu pendant plus d'une décennie avant même que l'entreprise publique n'existe légalement. J'avais déjà déposé des brevets provisoires et structuré un système de licence à durée déterminée avec des conditions spécifiques, et voici la partie critique, chaque accord de licence contenait des clauses couperet, ce qui signifiait qu'en cas de divorce, de litige civil ou de revendication de propriété publique impliquant soit l'entreprise, soit moi-même personnellement, la licence pouvait être révoquée immédiatement, pas juste annulée, mais révoquée rétroactivement et automatiquement. Attente d'un arbitrage obligatoire qui ne serait pas mené dans un tribunal public, mais à huis clos sous l'autorité de l'entité privée d'origine. Chloé ne serait même pas autorisée à entrer dans la pièce pendant ces procédures, c'était le génie de la structure, plus on regardait profondément, moins les choses devenaient claires. Elle pouvait assigner à comparaître tous les dossiers d'employés qu'elle voulait, elle ne découvrirait rien d'utile, elle pouvait exiger des tableaux de capitalisation, des contrats de travail, même des chaînes de mail RH internes, je n'existais pas dans ces fichiers, j'existais en dehors d'eux, autour d'eux, j'étais le fantôme vivant dans l'infrastructure. La vérité est que lorsque j'ai construit ce système de protection, je ne m'attendais jamais à avoir besoin de l'utiliser, je croyais encore en notre mariage, je pensais encore que peut-être elle voulait la vie que nous construisions ensemble, pas seulement le levier qu'elle procurait. Mais ensuite sont arrivées les fêtes, la nouvelle garde-robe de créateur, le passage progressif de comment va l'équipe, est-ce qu'on a l'air plus riche que le couple d'A accent grave côté, et je les regardais se transformer lentement de partenaires en parasites, pas tout d'un coup, juste à travers 1000 petits recalibrages. 1000 petits moments de qu'est-ce que j'y gagne personnellement? Je suis resté silencieux, j'ai joué le mari dévoué, je l'ai laissé croire que j'étais juste un programmeur brillant qui avait eu de la chance, je l'ai laissé penser que notre vie était construite sur une vision partagée, qu'elle pouvait crier la moitié est à moi, dans le vent numérique sans que cela ne revienne finalement sous forme d'assignation judiciaire. Mais en réalité, chaque fois qu'elle souriait pour une photo dans notre maison, elle se tenait devant un mur loué, chaque dîner d'entreprise qu'elle organisait était débité sur une carte de crédit appartenant à un compte écran, et chaque fois qu'elle franchissait cette entrée vitrée du hall comme une reine inspectant son territoire, elle marchait sur des sols payés par un homme qui avait disparu des livres officiels avant même que l'encre ne sèche sur les documents originaux. Elle pensait être assise sur un trône, elle ne pouvait pas voir la trappe construite directement sous ses pieds. Elle n'a pas appelé d'abord, n'a pas envoyé de SMS, n'a pas laissé de mots sur le comptoir en marbre de la cuisine, non, elle a envoyé un huissier de justice, un jeune type en costume trop habillé avec un petit sourire en coin, qui a débarqué au portail de notre propriété comme s'il s'agissait d'une première sur tapis rouge. 2 camionnettes de paparazzi étaient déjà stationnées au bord de la route, quelqu'un les avait visiblement prévenus, probablement son coiffeur ou sa nouvelle meilleure amie du Pilate qui semblait suivre plus d'avocats spécialisés en divorce que de marques de mode sur les réseaux sociaux. L'enveloppe est arrivée remise en main propre, épaisse et blanche, et effectivement parfumée, comme si elle croyait qu'elle devait sentir la victoire. J'ai observé depuis la fenêtre de mon bureau à l'étage alors que l'interphone du portail bourdonnait, Maria, notre gouvernante, a répondu et j'ai entendu sa voix à travers le haut-parleur du couloir, Monsieur Antoine, il y a quelqu'un ici avec des documents nécessitant votre signature. Bien sûr qu'il y avait quelqu'un. J'ai descendu le long couloir, ouvert la porte d'entrée moi-même et je suis resté là silencieusement pendant que l'huissier annonçait, signification pour Monsieur Antoine Delacroix, vous êtes assigné. Il essayait de paraître intimidant, comme s'il me tendait une grenade dégoupillée, j'ai pris le paquet, hoché la tête une fois et fermé la porte, aucune expression faciale, aucune réaction dramatique. Puis j'ai marché directement vers mon bureau, placé l'enveloppe sur mon scanner, fermé le couvercle et appuyé sur le bouton, la machine a cliqueté méthodiquement, numérisant chaque page en format numérique, j'ai enregistré le tout sous un fichier PDF unique sans modification,
nommé le dossier clause 17B, activé et déposé le fichier à l'intérieur. Ensuite, je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le mur parce que voici ce que personne n'avait dit à son avocat et ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, 4 ans auparavant, enfoui à l'intérieur du contrat original de licence de propriété intellectuelle entre la fiducie holding principale et la société publique, se trouvait une clause si obscure et ennuyeuse, nichée sous les conditions de renouvellement et les procédures d'arbitrage, que personne ne l'avait jamais lue. Attentivement. La clause 17B stipulait « Toute action en justice ou réclamation contradictoire déposée par une partie liée contre le détenteur principal de la licence constituera une rupture immédiate, entraînant la révocation automatique des privilèges d'utilisation partagée, de l'accès aux données et aux communications internes de l'entreprise, avec effet rétroactif à la date du dépôt. » Traduction, elle venait de détruire son propre accès à tout, et son avocat avec sa confiance de tribunal et son haleine d'espresso coûteux n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. L'ironie était que je l'avais en fait prévenu une fois, pas directement, mais lors d'une de nos conversations tardives autour d'un vin, à l'époque où nous parlions encore comme des partenaires, elle avait demandé ce qui se passerait si un procès venait un jour de l'intérieur de la maison. Je lui avais dit, à moitié en plaisantant, « Tu ferais mieux d'espérer que ça n'arrive pas, les arrangements de licence ne sont pas amicaux. » Elle avait ri, elle pensait que je parlais de pénalités financières, elle ne comprenait pas que les pénalités étaient automatisées, préprogrammées, silencieuses, qu'une fois qu'elle aurait signé son nom et soumis ce dépôt légal, le système gérerait tout le reste sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Pas de réinitialisation de mot de passe, pas d'approbation manuelle, juste la détonation du fil de détente, et maintenant qu'elle avait appuyé sur la gâchette, toute la matrice de sécurité construite à travers 5 pays s'ajustait déjà automatiquement, ses identifiants de connexion à l'entreprise étaient signalés, son accès au cloud était programmé pour une purge complète, son badge d'accès au bâtiment était reclassifié comme inactif, les canaux de communication interne révoquaient ses permissions en temps réel, même la connexion Slack de son assistante, qui était liée à sa structure de permission, serait résiliée avant minuit. Ce n'était pas personnel, c'était de l'architecture, de la conception système pure. Je n'ai pas crié ni pleuré ni même appelé mon avocate, elle savait déjà ce qui se passait parce que nous avions prévu ce scénario exact des années auparavant, le nom du dossier n'avait pas changé depuis que je l'avais créé pour la première fois, il attendait patiemment. Ce que Chloé avait déposé n'était pas juste une demande de divorce, c'était le code de lancement d'un système conçu pour protéger tout ce que j'avais construit. Elle pensait entrer au tribunal pour un partage équitable des biens, elle ne savait pas qu'elle commettait une intrusion sur un accord de licence privée, un accord qu'elle n'avait jamais lu, sur lequel elle n'avait jamais posé de questions, et dont elle n'avait jamais imaginé qu'il pourrait riposter plus fort que n'importe quel contrat de mariage ne le pourrait jamais. Et au moment où sa signature a touché le dossier du tribunal, tout ce sur quoi elle pensait avoir un droit légitime a commencé à lui glisser entre les doigts, pas avec du drame, mais avec un silence juridique froid, le genre de silence contre lequel on ne peut pas argumenter ni crier. 2 jours après le dépôt, elle est arrivée devant l'immeuble de bureau dans son SUV de luxe blanc, le même véhicule qu'elle avait insisté pour commander toutes options afin de paraître appropriée au sommet de leadership auquel elle n'était jamais réellement invitée. Elle s'est garée sur la place réservée aux fondateurs, sous laquelle elle n'avait jamais été officiellement listée, et a marché devant la cabine de sécurité sans établir de contact visuel. Elle portait son blazer signature, le rouge qu'elle gardait pour les dîners d'investisseurs et les conférences TED qu'elle répétait devant des miroirs, ses talons claqués contre le carrelage du hall comme des coups de feu. Elle a agité son badge d'accès devant les portes vitrées de l'entrée, rien ne s'est passé, pas de lumière verte, pas de bourdonnement, pas de tonalité de bienvenue, juste un flash rouge et un bip silencieux comme un haussement d'épaule numérique. Elle a froncé les sourcils et a réessayé, un autre flash rouge. La réceptionniste, une nouvelle employée d'à accent grave peine 25 ans, a levé les yeux avec confusion mais est restée calme. « Je suis désolé, madame, vous n'êtes pas dans le système. » Elle a eu un sourire narquois, « C'est ridicule, je suis madame Delacroix, c'est mon entreprise. » La réceptionniste n'a pas bronché, « Je suis désolé, vous n'êtes pas non plus listée comme visiteuse, si vous voulez, je peux appeler quelqu'un. » Je n'ai pas besoin d'escorte, a-t-elle claqué, j'ai aidé à construire cet endroit. La réceptionniste n'a pas discuté, a juste décroché le téléphone et a demandé si la gestion des installations voulait gérer la situation directement, ils ont refusé. Ce fut la première fissure visible dans sa confiance. Elle a essayé d'appeler Daniel, le directeur des opérations, le même cadre à qui elle avait demandé un jour de reconfigurer tous les tâches de direction pour rendre son côté du bâtiment plus esthétiquement aligné avec sa marque personnelle, l'appel est allé directement sur messagerie. Ensuite, elle a appelé son avocat, c'est exactement la tactique d'intimidation à laquelle nous nous attendions, a-t-il dit avec suffisance,
laissez-les jouer les durs, nous déposerons une motion d'accès d'urgence. Elle aimait ce mot, urgence, cela la faisait se sentir comme la victime d'un drame qu'elle dirigeait. Mais à midi, ses appareils ont commencé à dysfonctionner, d'abord son ordinateur portable, au moment où elle s'est connectée au tableau de bord interne, code d'erreur, compte désactivé. Elle a essayé d'accéder aux notes archivées, disparues. Elle a ouvert Slack, son profil avait complètement disparu comme si elle n'avait jamais existé. Puis le lecteur de stockage cloud, elle a actualisé à plusieurs reprises, dossier vide, accès révoqué. La présentation qu'elle préparait pour un événement infâme dans la tech avait été remplacée par un message système, accès refusé, utilisateur non reconnu. Elle a vérifié son téléphone, l'email professionnel qu'elle transférait vers sa boîte privée avait tous les fils archivés bloqués et purgés automatiquement. Elle a appelé le service informatique directement, « Bonjour, c'est Chloé Delacroix. Désolé, nous ne pouvons pas confirmer les détails des employés sans un identifiant de badge actuel. Je suis Chloé Delacroix. Je suis désolé, madame, vous devrez parler au RH. » Mais les ressources humaines avaient déjà leurs instructions, des instructions silencieuses préparées depuis longtemps, au moment où la clause 17b a été déclenchée, les outils de conformité interne se sont activés automatiquement, liste d'accès mise à jour, piste d'audit verrouillée. Ces identifiants ont été signalés comme résiliés avec préjudice, une désignation interne utilisée exclusivement pour les acteurs hostiles ou les parties en rupture de contrat avec le système. Elle n'était plus la femme d'un cofondateur, elle était une menace pour la sécurité. Elle s'est assise sur le siège avant de son SUV, les doigts tremblants alors qu'elle actualisait son écran encore et encore, essayant désespérément de se connecter à quelque chose, n'importe quoi qui lui donnerait une prise, toujours rien. Elle a envoyé un SMS à son assistante, Manon, parce que oui, elle avait réellement renommé son assistante Manon Junior comme une blague de marque, mais le SMS n'est pas passé, bulle verte, non enregistré, le numéro de son assistante avait été effacé de l'annuaire téléphonique interne, même sa signature email avait disparu des réponses aux messages récents. Elle a vérifié l'annuaire de l'entreprise en ligne, aucune mention d'elle, pas même en tant que conseillère au conseil, sa biographie avait été remplacée par un espace vide, elle était maintenant classée comme ancienne contributrice. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être exclue de quelque chose qu'elle avait aidé à présenter, à promouvoir, pour lequel elle avait souri, salué sur les photos. Elle ne savait pas que chaque email qu'elle avait envoyé depuis son adresse d'entreprise était techniquement acheminé via un serveur tiers sous le parapluie de la licence IP. Elle ne savait pas que les photos sur le site web de l'entreprise étaient sous une licence d'utilisation de marquer que cette licence avait expiré au moment où son dépôt légal avait été horodaté, et elle ne savait certainement pas que toute trace de son accès avait été cartographiée, programmée et planifiée pour disparaître exactement 2 jours ouvrables après que les conditions de déclenchement aient été remplies. Elle pensait être punie personnellement, elle ne comprenait pas que ce n'était pas du tout personnel, c'était simplement la machine éteignant un terminal compromis. Et pour la première fois, sa colère s'est transformée en quelque chose d'entièrement différent, pas de la confusion ou de la frustration, mais de la peur, le genre de peur qui arrive quand vous réalisez que vous avez commis une intrusion dans un monde qui n'a jamais été réellement le vôtre, et maintenant les murs se replient vers l'intérieur, pas bruyamment, pas rapidement, mais méthodiquement, sans aucune issue restante. 3 semaines plus tard, elle est entrée au tribunal comme si c'était une soirée de lancement de produits, brushing professionnel tout frais, tailleur de créateurs avec pochette assortie, même sa démarche était différente, théâtrale et déterminée. Son équipe juridique l'encadrait comme un service de sécurité présidentielle, tous en costume sombre et d'une efficacité suffisante. L'avocat principal, Maître Rochefort, associé dans un cabinet si cher qu'il facturait littéralement les clients pour l'eau en bouteille, a ri en jetant un coup d'œil au rôle du tribunal, « Ce sera fini en 1 heure », a-t-il dit à l'un de ses collaborateurs, assez fort pour que l'écho porte dans le couloir. Elle a eu un sourire narquois comme si elle le croyait complètement, sa confiance semblait chirurgicale, répétée. Elle a salué l'huissier audiencier comme une habituée, a croisé les jambes précisément quand elle s'est assise à la table des plaignants, elle a sorti un carnet en cuir élégant, a cliqué sur son stylo coûteux et s'est penchée pour chuchoter quelque chose de répété à Rochefort qui a gloussé en réponse. Elle a scanné la salle d'audience, s'attendant clairement à ce que j'arrive avec un praticien solo surmené fouillant dans une pochette cartonnée pleine d'espoir désespéré, mais je ne suis pas entré en retard, j'étais déjà assis, même costume gris que j'avais porté à la réception de l'introduction en bourse, même montre noire, même silence. Mon avocate, Maître Bernard, n'était pas bruyante, ne souriait à personne, ne serrait pas de main, elle ne portait qu'un seul objet, une enveloppe bleu marine scellée, format légal standard, sans marque sauf une date imprimée à l'encre argentée sur le rabat. Le juge est entré et tout le monde s'est levé,
Chloé a ajusté son col comme si elle se préparait pour une séance photo de magazine. Le juge a appelé l'affaire Delacroix contre Delacroix. Il a hoché la tête pour les déclarations liminaires. Rochefort s'est levé avec une posture parfaite. Votre honneur, il s'agit d'une simple question de distribution équitable. Notre cliente était un partenaire matériel du développement du ménage et de l'entreprise. Notre demande porte sur 50% des capitaux propres acquis pendant le mariage, y compris les actifs dérivés de la récente introduction en bourse du groupe Delacroix Entreprises. Quel groupe d'entreprises, a demandé Maître Bernard calmement. Rochefort a cligné des yeux, la firme de logistique publique maintenant valorisée à. Maître Bernard s'est levé, pas de discours, pas de théâtre, elle a simplement marché vers le banc et a remis l'enveloppe au juge. Le juge l'a ouverte et a commencé à feuilleter le contenu. Premièrement, des certificats de propriété de fiducie notariés datés de 7 ans avant l'introduction en bourse. Deuxièmement, des accords de licence entre la fiducie IP principale et la société d'exploitation, tous avec un statut de renouvellement actif et des clauses de rupture, y compris la 17B. Troisièmement, des audits d'évaluation indépendants de 2 grands cabinets comptables confirmant que la propriété intellectuelle de l'entreprise était détenue à titre privé et simplement louée à l'entité qui était entrée en bourse. Quatrièmement, une clé USB. Le juge l'a insérée dans un port de son terminal, a cliqué sur un fichier et un diaporama de capture d'écran de réseaux sociaux est apparu sur son écran. Chaque publication où Chloé revendiquait la propriété, chaque légende disant « j'ai aidé à construire ça », et la plus dommageable, la publication « la moitié est légalement à moi », géolocalisée avec des hashtags liés directement à la marque d'entreprise. Rochefort a interrompu « Votre honneur, nous contestons le caractère exécutoire de cette clause. » Quelle clause, a demandé le juge sans lever les yeux. La clause 17B, votre honneur. Le juge a finalement fait une pause, a ajusté ses lunettes et a dit, la clause qui annule l'accès partagé et supprime les réclamations de bénéfices pour toute partie qui dépose une action contradictoire tout en utilisant des actifs sous licence. Cette clause, il a cliqué sur la page suivante, un mémo de conformité signé par les rédacteurs de licences originaux, déclarant en termes explicites que la clause 17B s'active automatiquement lors du dépôt légal, les actifs reviennent, l'accès se dissout et toute réclamation faite tout en utilisant encore les 10 actifs peut constituer une rupture, et non un droit. Il s'est tourné directement vers Rochefort, vous réalisez que cette clause a un précédent juridique, elle a été confirmée en cour d'appel 2 fois, vous n'avez pas pensé à faire des recherches là-dessus? De son côté de la table, Chloé a bougé légèrement, comme si sa colonne vertébrale commençait à sentir la fissure structurelle se former à sa base. Rochefort a marmonné quelque chose sur l'interprétation et l'intention, mais plus personne n'écoutait. Maître Bernard est resté assise, les mains jointes, ne jetant même pas un coup d'œil dans ma direction, l'enveloppe faisait tout le travail. Le juge a feuilleté la dernière pièce à conviction, une copie de la signature notariée de Chloé sur des documents de rénovation immobilière qui incluait une petite clause sur l'accord de licence IP en tant qu'exception de dépenses du ménage, confirmant effectivement qu'elle savait que la marque était louée, et non possédée purement et simplement, ses initiales apparaissaient juste là, 2 fois. Je me suis penché légèrement en arrière, pas suffisant, pas jubilatoire, juste immobile, parce que je n'avais pas besoin de gagner un argument, j'avais déjà gagné avant qu'elle ne dépose sa demande. Et maintenant, elle commençait à réaliser que ce n'était pas une négociation ou une discussion de règlement, c'était une exécution silencieuse de paperasse qu'elle n'avait jamais comprise, et chaque sourire qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux était maintenant une preuve de sa propre disqualification. Le juge a parlé calmement, presque sur un ton de conversation, « Madame, comprenez-vous la nature de la clause 17B » Elle a cligné des yeux, c'était la première fois dans toute cette performance que son sourire ne savait pas quoi faire de lui-même, elle a ouvert légèrement la bouche puis a regardé Rochefort, il a bougé sur son siège, a toussé, a redressé sa cravate, « Votre honneur, nous croyons que cette clause est inapplicable en raison de la nature de l'équité matrimoniale et de l'accumulation conjointe d'actifs, ceci est une procédure de divorce, pas un arbitrage d'entreprise. » Le juge a levé une seule main, pas avec colère, juste assez pour faire taire la salle, « Maître, cette clause a déjà été testée et confirmée 2 fois, dans les 2 cas, le tribunal a conclu que les parties tirant parti du statut matrimonial partagé pour violer les protections de licence IP perdaient à la fois l'accès et la réclamation équitable. Vous avez lu les dépôts de jurisprudence, n'est-ce pas? La bouche de Rochefort s'est serrée, nous les avons interprétés comme spécifiques au contexte. Ah, a dit le juge, sont-on maintenant aussi neutre qu'une lame qui tombe, donc vous êtes venu dans mon tribunal en interprétant la jurisprudence comme optionnelle. Il a regardé les documents, il y a aussi la question des aveux publics de votre cliente, plusieurs d'entre eux, sous ses comptes de réseaux sociaux vérifiés, taguant la marque de l'entreprise sous licence tout en faisant des réclamations de propriété. Cela compte, maître,
cela compte considérablement. Chloé a porté la main à son collier, celui en or qu'elle avait acheté après une annonce de financement majeur, elle l'a tourné une fois, 2 fois, puis s'est arrêtée quand elle a réalisé qu'elle attirait l'attention. « Votre honneur » a-t-elle dit finalement, sa voix trop aiguë, trop essoufflée, ce n'est sûrement pas à propos d'une clause cachée dans un contrat que je n'ai même pas signé. Le juge l'a regardé directement, vous avez signé plusieurs documents faisant référence à la structure de licence, y compris des divulgations jointes à vos propres dossiers de rénovation immobilière, et vous avez bénéficié financièrement, personnellement et en termes de réputation de ces actifs sous licence, cela compte plus que vous ne le pensez. Je n'ai jamais compris les détails, a-t-elle marmonné, cherchant de la sympathie. Le juge a dit uniformément, ce n'est pas une défense juridique. Ensuite, Maître Bernard a sorti un dernier dossier et l'a fait glisser vers le banc, le contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens signé, reconnu, daté de 3 ans avant que l'entreprise n'ait même un produit fonctionnel, et encore moins une valorisation. La divulgation financière prénuptiale était exhaustive, listant chaque euro sur mes comptes et les demandes de propriété intellectuelle que j'avais déposées quand j'écrivais encore du code dans le sous-sol de mes parents. Elle avait tout signé, souriante, probablement ivre de romantisme, pensant qu'elle me faisait une faveur, et maintenant c'était la guillotine qu'elle m'avait tendue des années auparavant. Le juge a tourné la page, puis a levé les yeux vers Rochefort avec zéro sympathie, à moins que vous n'alléguiez un faux, ce document exclut presque toutes les réclamations de votre cliente, il décrit la structure de licence, identifie les bénéficiaires de la fiducie, liste même les noms des entités que vous venez d'accuser le défendeur de cacher. Si elle ne les comprenait pas, elle aurait dû demander. Rochefort s'est rassis en silence, ses mains agrippaient la table. Chloé s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol, ses doigts tremblaient alors qu'elle me pointait du doigt, « Tu penses que tu vas t'en tirer avec tout ce qu'on a construit ?» Comme si je n'avais jamais été là. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé avec la même expression plate que j'avais perfectionnée dans les salles de conseil, celle qui dit, « Tu as déjà perdu, je ne t'ai juste pas encore dit où. » L'affaire s'est effondrée en quelques jours, Rochefort a déposé un retrait de représentation, citant un conflit irréconciliable, même lui savait que le navire coulait et il n'était pas assez payé pour se noyer avec. Chloé a essayé de contacter des investisseurs, des fondateurs qu'elle appelait autrefois notre cercle intime, personne n'a retourné ses appels. L'un d'eux m'a envoyé un SMS, elle essaie de nous joindre, devons-nous nous inquiéter? Je lui ai dit, non, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Son Instagram s'est réveillé après 3 jours de silence, non pas avec du champagne et des célébrations, mais avec des légendes vagues sur des selfies mélancoliques, certaines choses ne sont pas justes, mais le karma trouve son chemin, une photo d'elle enveloppée dans une couverture, se réinitialiser, se recentrer, réclamer, mais personne ne s'en souciait. Les commentaires n'étaient pas sympathiques, attends, tu n'avais pas dit que l'entreprise était à toi aussi, il n'a pas construit ça tout seul, pourquoi ton avocat a-t-il abandonné l'affaire? Elle a essayé d'organiser un brunch privé pour réinitialiser le récit, a loué un café entier sur un toit-terrasse, a invité une douzaine de femmes de ses cercles de bien-être et de crypto, seules 3 sont venues, l'une est partie après 10 minutes, les 2 autres sont restées assez longtemps pour poster un selfie, puis ont tagué un endroit complètement différent dans leurs stories. Derrière les portes closes, les choses se sont effondrées rapidement, le comptable qui l'aidait autrefois à gérer ses dépenses personnelles a commencé à creuser, certains transferts de comptes partagés vers ses projets marketing ont été signalés une fois que l'affaire a fait la une. Le fisc a lancé un contrôle, pas encore d'accusation, mais des lettres d'avertissement sont arrivées. Une de ses lignes de crédit a été gelée, elle a conduit jusqu'au vignoble que nous utilisions pour les escapades du week-end, le portail ne s'est pas ouvert, elle ne le possédait plus, elle l'avait cédé des années plus tôt en échange d'un accès anticipé à ce qu'elle appelait un actif patrimonial, elle avait échangé l'avenir contre un style de vie temporaire, et maintenant le style de vie avait disparu. La maison principale n'était pas à elle non plus, elle était louée via une holding, le contrat leur permettait de récupérer les lieux à la fin de n'importe quel trimestre, ce trimestre était terminé. Quand elle est rentrée, les déménageurs emballaient déjà les meubles, pas d'hostilité, juste la procédure standard, un nouveau locataire arrivait, un jeune cadre d'une de mes entreprises partenaires, le bail avait été transféré. Son nom n'était sur rien, elle s'est disputée avec l'équipe de déménagement, le contremaître lui a tendu les papiers, elle n'était listée nulle part. Plus tard cette nuit-là, elle a fait une dernière publication en ligne, pas de selfies, pas de tag de localisation, juste du texte noir sur fond blanc, faites attention avec qui vous construisez, il pourrait vous enterrer sous les fondations. Je n'ai pas répondu, personne d'autre ne l'a fait non plus, pas de message de soutien, seulement des captures d'écran transmises dans des discussions de groupe et chuchotées lors de dîners. Elle n'était plus une influenceuse,
elle était un avertissement. La dernière audience a semblé terne, presque routinière, elle ne ressemblait pas à la femme polie de la première session, pas de cheveux coiffés, vernis à ongles écaillés, un gilet gris ample, les yeux rouges, pas de larmes mais de fatigue, d'épuisement juridique, de silence public, d'effondrement privé. La galerie était presque vide, pas de presse, pas d'amis en lunettes de soleil de créateur, juste elle, un jeune avocat commis d'office nerveux, et moi assis là où je m'étais assis à chaque audience. Le juge est entré comme si c'était juste un autre dossier sur son bureau, il a feuilleté l'épaisse pile de documents que maître Bernard avait soumise, une ventilation complète de la propriété, des évaluations et des clauses déclenchées, il a parcouru une page et a laissé échapper un petit rire. « Madame, a-t-il dit, cela contredit clairement votre réclamation, il est dit que le défendeur n'a jamais été employé, sous contrat ou salarié par l'entreprise en question. » Chloé s'est figée, clignant des yeux, elle ne comprenait pas. Il a continué, il ne travaille pas pour l'entreprise, il la possède à travers de multiples véhicules irrévocables, l'entité que vous avez poursuivie n'est pas la source de sa richesse, c'est juste un titulaire de licence. Votre réclamation suppose qu'il était un employé, mais il ne l'a jamais été. Son avocat a laissé tomber son stylo, il a touché le sol avec un clic net, personne ne l'a ramassé. Ce n'était pas juste une perte, c'était un effacement total, pas de capitaux propres, pas de procès, pas de levier pour un accord, tous les postes nous avons construit ça ensemble n'avaient été rien de plus qu'une image empruntée. Je me suis levé, j'ai ajusté ma manche, j'ai fait un signe de tête à maître Bernard et je suis sorti, la porte a grincé derrière moi, elle n'a pas tourné la tête, elle fixait le vide devant elle. Elle avait voulu un combat, des gros titres, une parade de victoire, ce qu'elle a obtenu était un anéantissement silencieux, pas de caméra, pas de spectacle, juste un casier judiciaire permanent qu'elle ne pourra jamais effacer. Elle avait cru que l'histoire suivrait son scénario, mais je ne jouais pas la comédie, j'exécutais un plan que j'avais construit il y a des années dans une chambre d'hôtel bon marché, brique juridique par brique juridique, pendant qu'elle était occupée à choisir des filtres pour se donner l'air puissante. L'empire qu'elle pensait être le sien n'avait jamais été réel, elle avait passé des années à admirer un reflet dans un miroir que j'avais construit sous un angle que je contrôlais. Maintenant, cette vérité vivait dans les dossiers judiciaires, les fichiers fiscaux et toutes les bases de données juridiques qui comptaient. Elle était entrée en s'attendant à la moitié, elle est sortie avec rien d'autre que la froide réalité qu'elle n'avait jamais compris la chose qu'elle avait épousée, pas un homme, mais une structure, pas un empire partagé, mais une illusion bien gardée construite pour survivre à la trahison. Je tenais une coupe de champagne froide sur le balcon en marbre sur lequel elle avait l'habitude de poser, la ligne d'horizon de la ville s'étendait devant moi, le logo de mon entreprise brillait sur 3 bâtiments. Elle n'a jamais su qui les possédait réellement, chaque actif était caché derrière des couches de murs juridiques qu'elle n'avait jamais pris la peine d'étudier. Elle pensait que la moitié lui appartenait, ça n'a jamais été le cas. Le temps qu'elle réalise où se trouvait vraiment le trésor, chaque carte était fausse et chaque porte était verrouillée depuis longtemps.